Bonjour tout le monde, je me présente Joanne Gilbert. J'ai un doctorat en kinésiologie, puis j'ai développé ma spécialité en gestion du poids. Je vous présente une présentation aujourd'hui qui parle des aspects de la gestion du poids ou de la perte de poids dont on ne parle jamais, ou du moins vraiment pas assez souvent. J'ai fondé dernièrement mon entreprise qui s'appelle Imparfait et en santé. Après, après plusieurs années à étudier en recherche, après avoir travaillé aussi chez Santé Canada. Puis dernièrement aussi, j'ai joint le chapitre montréalais d'Obésité Canada. En fait, on l'a fondé avec une collègue chercheur aussi qui est coprésidente avec moi du chapitre montréalais d'Obésité Canada. Alors, je commence tout de suite. Voici ce de quoi on va parler durant la présentation. Première des choses, c'est quoi? Le poids santé. Ensuite, pourquoi est-ce que c'est si difficile de perdre du poids? Puis, j'aurais tendance à rajouter et à le maintenir, le poids perdu après. Et puis, le troisième point, c'est est-ce que c'est si important de perdre du poids pour améliorer sa santé? Parlons du poids santé. Quand on parle de poids santé, on parle de santé. C'est deux concepts qui ont été jumelés ensemble, soit le concept du poids et le concept de la santé. Alors, regardons le concept de santé. Depuis les années 40, l'Organisation mondiale de la santé utilise cette définition-là, qui est d'un état complet de bien-être, et je l'ai mis en rouge, un bien-être physique, mental et social. Donc, il y a différents aspects. Et puis, ça ne consiste pas seulement en une absence de maladie et d'infirmité. Il y a une raison vraiment précise pour laquelle j'ai mis cette définition-là. On va parler ensuite du fameux concept de poids santé. Rappelez-vous de la définition de la santé lorsque je parle du concept de poids santé. Il y a une autre chose que je veux vous expliquer. Quand on parle de poids santé, en fait, je vais vous expliquer, vous le savez très bien, c'est comme ça que le poids santé est généralement présenté. C'est-à-dire, si on regarde en bas à gauche de l'image, une personne qui perd du poids est généralement associée à quelqu'un qui va être automatiquement plus heureux. C'est comme si la vie va changer. On voit la dame qui saute, mais si on regardait de plus près le visage de la personne à gauche complètement, qui a plus de poids, on voit un visage qui est triste. Puis dès qu'on parle du poids, automatiquement, on est supposé d'être plus heureux. On nous présente aussi des images de perte de poids comme en haut à droite. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cette image-là est tout simplement pas réaliste. On a jumelé ensemble deux images de deux personnes différentes et parfois on nous fait croire que c'est du avant-après comme photo, mais malheureusement, c'est tout simplement pas réaliste. Il y a deux images d'un homme et d'une femme qui sont en train de se battre, de gagner le combat contre le pèse-personne. En fait, est-ce que c'est vraiment ça, le poids santé? Puis j'ai mis 3 points d'interrogation, puis c'est ça qu'on va regarder ensemble. Pour comprendre le concept de poids santé, euh, qui est généralement défini comme un indice de masse corporelle. Euh, Aujourd'hui, c'est pas nécessairement important de comprendre les valeurs et d'aller se mesurer par la suite. Vous allez vraiment comprendre pourquoi. Euh, En fait, il y a un concept que j'illustre ici, qui est la courbe de distribution normale de la population. Je vous illustre ça pour vous faire comprendre comment on détermine le poids santé. Euh, Dans le fond, sur cette courbe-là, on pourrait mettre pratiquement n'importe quel attribut physique sur l'axe des X, qui est la ligne vers le bas. Et en Y, qui est la ligne qui monte vers le haut, c'est le nombre de personnes qu'on retrouve dans la population, donc la distribution de la population en fonction de certains attributs physiques. Je pourrais mettre en X, par exemple, la grandeur des pieds. Si on voit à gauche ici, au début de la courbe à gauche, qu'il y a très très peu de personnes qui peuvent avoir des souliers qui sont des 3, des 4, des 5. Plus on avance vers la droite, on va avoir des souliers comme des 5, des 6, des 7 pour les femmes. On va pas mal être dans le pic, d'être dans le plus haut de la courbe, où est-ce qu'on va retrouver le plus de personnes. Puis quand on avance dans la grandeur des souliers,
les 8, les 9, les 10, il y a de moins en moins de femmes qui vont porter des souliers comme des 10, des 11, des 12. Donc, on arrive à droite complètement de la courbe où il y a vraiment très peu de gens. Donc, peu importe l'attribut physique, on peut généralement, pour la grandeur d'une personne, par exemple, ou la grandeur des oreilles, on peut dire n'importe quoi. Généralement, la distribution des gens se fait sous cette courbe-là, suit cette courbe-là. Ben, imaginez-vous donc que l'indice de masse corporelle, ben, c'est la même chose. Donc, il y a très, très peu de gens qui vont avoir un très, très faible indice de masse corporelle. On va avoir plus de gens qui vont se trouver aux alentours de la moyenne pour l'indice de masse corporelle. Et c'est la même chose de l'autre côté. Il va y avoir de moins en moins de gens qui ont un indice de masse corporelle très, très, très élevé. Ce qu'on nous dit quand on parle du poids santé, c'est que on voudrait que tout le monde se retrouve dans la catégorie poids santé. Donc, entre 18 et 24 d'indice de masse corporelle. Mais si on regarde la distribution normale de la population, qu'on retrouve pour pratiquement tous les attributs physiques ou presque, on se rend compte que c'est assez illusoire de faire une recommandation populationnelle et de dire que tout le monde devrait se retrouver dans la même petite boîte qui s'appelle le poids santé. Il y a toujours eu des gens qui vont être en deçà de cette catégorie-là et il y a toujours eu des gens, et il va toujours y avoir des gens qui vont se retrouver plus haut que cette catégorie-là. Est-ce que ça veut automatiquement dire que ces gens-là ne sont pas en santé? Pas nécessairement. Donc, vous voyez l'effet pervers de faire une recommandation populationnelle en fonction du poids santé, de la fameuse boîte poids santé. En fait, c'est de dire les gens qui ne se retrouvent pas dans cette catégorie-là, que ce soit en bas ou plus haut que la catégorie, se retrouvent stigmatisés, se retrouvent pointés du doigt, comme si ils n'étaient automatiquement pas en santé. Puis qu'est-ce qui se passe avec les gens qui se retrouvent dans la catégorie poids santé? Je ne sais pas si vous connaissez des gens comme ça qui disent, moi, je peux manger n'importe quoi, de toute manière, je ne prends pas de poids ou j'ai pas besoin de faire d'exercice. De toute manière, mon poids, je suis dans le poids santé. J'ai pas besoin d'arrêter de fumer, j'ai pas besoin de faire attention à mon alimentation, à l'alcool, à n'importe quoi. J'ai pas besoin de prendre soin de ma santé parce que mon poids me dit que je suis supposée d'être en santé. Donc, c'est un peu pervers. C'est un, c'est illusoire. Deux, ça peut être pervers d'utiliser ce genre de message-là. C'est vrai que l'indice de masse corporelle a été utilisé dans des études de population et qu'il y a eu des associations qui disent que les gens qui se retrouvent dans cette catégorie-là ont moins de risques pour leur santé. Mais ça, c'est des études de population. C'est pas des études chez un individu en particulier. Donc, d'utiliser l'indice de masse corporelle comme marqueur de santé pour un individu, pour une personne, sans tenir compte de ses habitudes de vie, c'est extrêmement trompeur. Donc, c'est ce qui est vraiment important de tenir en compte. Puis, ça ne veut pas dire qu'une personne qui est à l'extérieur de la fameuse boîte poids santé n'est pas en santé. Il y a même des études qui ont démontré que des gens qui avaient un indice de masse corporelle plus élevé, mais qui s'entraînaient, prenaient soin de leurs habitudes de vie, qui mangeaient une bonne qualité, puis que leur poids peut être stable aussi. Ça ne veut pas dire que c'est des gens qui sont toujours en train de prendre du poids. Donc, leurs habitudes de vie sont saines, mais ils sont à l'extérieur de la boîte poids santé. Bien, ces gens-là vont être plus en santé, c'est-à-dire qu'ils vont avoir moins de risques de maladies cardiovasculaires, par exemple, et de d'autres maladies aussi, qu'une personne qui se retrouve dans le poids santé, mais que ses habitudes de vie sont délétères, comme la cigarette, comme le manque de sommeil, comme on peut en nommer plein. Donc, de faire l'association entre les deux concepts, le poids et la santé, pour moi, c'est deux concepts qui ne devraient jamais être collés ensemble dans un terme, même qu'en pratique, je l'utilise très, 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 très peu. Je dis pour ne pas dire jamais. Là, vous pouvez me dire, oui, mais Joanne, avec le temps, on voit qu'il y a un déplacement de la courbe, c'est-à-dire que avec le temps, on voit une augmentation
de l'indice de masse corporelle dans la population. Ce qui est en fait pas vraiment étonnant. Puis quand on me parle de crise de l'obésité ou d'épidémie d'obésité ou de choses comme ça, en fait, moi, ce que j'aimerais surtout dire, c'est que c'est généralement pas une épidémie d'obésité. C'est généralement le problème à la source, c'est une épidémie de mauvaises habitudes de vie qui, de façon parallèle, vont affecter l'indice de masse corporelle et la santé en général. Il n'y a pas toujours un lien direct à faire parce que je prends du poids, je vais automatiquement avoir des problèmes de santé. Mais c'est surtout parce que je m'entraîne pas, je vais, oui, peut-être prendre du poids, mais très certainement être plus à risque pour ma santé. Donc, il n'y a pas un lien direct toujours à faire entre le poids et la santé. Puis une raison pour laquelle on observe ce gain de poids-là dans la population, c'est que l'être humain, il est vraiment vulnérable au gain de poids, surtout dans l'environnement actuel. Souvent, on a tendance à dire que la faute, on aime bien mettre la faute sur quelqu'un qui prend du poids, lui dire que c'est une personne qui manque de contrôle, qui manque de motivation. C'est qu'en fait, l'environnement a euh, il y a une énorme influence sur la personne. Non seulement il y a des facteurs environnementaux, mais il y a aussi des facteurs qui sont génétiques, et je vais en parler davantage. Il y a des facteurs qui sont physiologiques et des facteurs qui sont psychologiques. Et il y a toujours une interaction très complexe de ces facteurs-là qui viennent jouer sur le poids d'une personne. Donc non, c'est pas vrai de dire que le poids, le contrôle du poids est seulement sous le contrôle d'un individu. Puis ça prend simplement de la motivation, par exemple, pour affecter son poids. L'exemple que j'ai ici, je le sais que vous ne pouvez pas nécessairement voir toutes les petites boîtes. En fait, ça ressemble à un gros plat, une grosse assiette de spaghettis. Ce que je la présente, la raison pour laquelle je la présente, c'est que chacune des petites boîtes que vous voyez, chacun des points que vous voyez, ce sont des facteurs qui ont un effet sur la gestion du poids. Et puis, chacune des lignes que vous voyez, ce sont des interactions, c'est-à-dire qu'un facteur va interagir avec l'autre et va influencer l'autre. Donc, vous voyez qu'il y a énormément de lignes. Si on veut le décortiquer davantage, on voit qu'en vert à gauche de la figure, il y a toute la production alimentaire qui affecte la consommation alimentaire aussi. Je ne sais pas pour vous, mais moi, personnellement, je n'ai pas énormément de contrôle sur la production alimentaire dans mon pays et j'ai plus de contrôle aussi sur le choix. Mais ce qui se retrouve sur les tablettes de l'épicerie, j'ai pas énormément de choix non plus. Puis tout ce qui se retrouve sur les tablettes de l'épicerie vont clairement influencer mes choix. Euh, donc, il y a aussi les facteurs, si on continue plus vers le bas, les facteurs en bleu, c'est les facteurs physiologiques. Donc, l'histoire de la personne, quelle sorte de génétique cette personne va avoir, est-ce qu'elle prend une médication, ça a des effets physiologiques. Est-ce que la personne a une expérience de passé de yo-yo, là, perte de poids, reprise de poids, ce sont des facteurs physiologiques. Est-ce que la personne a un handicap quelconque? Tout des facteurs physiologiques qui vont interagir avec d'autres facteurs pour déterminer le poids. À droite, on a la pratique d'activité physique, tout l'environnement dans lequel on vit, parce que c'est facile près de chez moi d'aller marcher ou je vis dans un milieu où est-ce que c'est plus difficile, il n'y a pas de trottoir, tout ce qui est l'environnement physique. Est-ce que je dois absolument prendre ma voiture pour aller travailler ou bien je suis capable de marcher? Tout ça, ce sont des facteurs qui peuvent aussi avoir de l'impact sur ma pratique d'activité physique. Puis au-dessus, en orange et en jaune, on voit tous les facteurs sociaux et psychologiques comme la culture. On sait que dans certaines cultures, l'apport alimentaire va être différente. On sait que la pratique d'activité physique, chez certaines autres cultures, chez les femmes, c'est moins accepté que chez les hommes. Il y a énormément, énormément de facteurs qui peuvent avoir un effet sur la gestion du poids. Alors, je poursuis.
Pour parler plus précisément, pardon, des prédispositions génétiques. On sait que l'homme garde un bagage génétique qui n'a pas tant que ça changé depuis des centaines et des centaines d'années, en fait. Et puis que la raison pour laquelle aujourd'hui qu'on voit une plus grande prédisposition pour le gain de poids, c'est pas parce que notre génétique a changé tant que ça dans les dernières décennies. Notre environnement a énormément changé. Maintenant, on vit dans l'abondance. Notre génétique, elle est, euh, elle est excellente pour survivre dans des milieux arides. Dans le fond, la génétique s'est perpétuée avec les années. C'est une génétique pour avoir de gens qui ont réussi à survivre à des famines, par exemple. Si on recule encore plus dans le temps, on vient des hommes des cavernes. S'il n'y avait pas eu un mécanisme de survie assez fort qui s'appelle le signal de la faim, pour s'assurer que la personne se lève pour aller chasser, cueillir. Ben dans le fond, la personne n'aurait jamais survécu, n'aurait pas subsisté, n'aurait pas non plus procréé. Et ce n'est pas cette génétique-là qu'on aurait aujourd'hui. Donc, à chaque fois qu'il y a eu des famines, les gens qui ont survécu, c'est les gens, qui, oui, avaient un, un- des signaux de faim assez importants pour qu'ils puissent se bouger pour s'alimenter. Et deux, c'est ceux qui avaient les meilleures réserves d'énergie. Lors d'une famine, c'est pas les personnes les plus chétives qui, euh, qui vont survivre. Et si c'est pas ceux-là qui survivent, c'est pas ceux qui vont transmettre leur génétique. Donc, la réserve d'énergie et les signaux de faim, ce sont des signaux, des mécanismes de survie qu'on a toujours aujourd'hui. Donc, dans un environnement où est-ce que la nourriture est abondante, puis d'avoir des signaux de faim qui nous entraînent à manger le plus souvent possible comme survie, puis qui nous entraînent aussi à stocker de l'énergie, ben c'est sûr que là, on voit une augmentation de la prédisposition pour l'obésité. Ce qu'on sait aussi, c'est que il y a des mécanismes neuronaux. Les mécanismes neuronaux, c'est en fait le système nerveux, notre système nerveux qui régule nos mouvements, notre pensée et tout. En fait, ce qu'on dit, c'est que la plupart des systèmes neuronaux ou des mécanismes neuronaux qui interagissent pour contrôler l'apport alimentaire, ben, c'est des mécanismes qui ne sont pas conscients. Je comparerais ça, par exemple, un mécanisme neuronal comme qui contrôle, par exemple, la respiration, les battements cardiaques, la digestion, ben, c'est pas quelque chose qui est conscient, c'est pas quelque chose qu'on régule de façon consciente, comme la parole, par exemple. En fait, ce qu'on dit, c'est que les mécanismes qui régulent l'apport alimentaire, ce sont en grande partie des mécanismes qui sont inconscients. Puis la solution qu'on nous donne, c'est la restriction cognitive euh, pour contrer justement les problématiques d'obésité. Donc, il y a quelque chose qui est un peu dissonant ici. On nous dit la plupart des mécanismes qui contrôlent la faim ne sont pas au niveau du conscient, mais nous, ce qu'on vous donne comme solution, c'est de façon consciente, vous êtes supposé d'être capable de contrôler votre rapport alimentaire. Donc, il y a quelque chose qui est dissonant comme ça ici euh, dans les solutions qu'on nous propose jusqu'à maintenant. Une autre chose qui est importante de comprendre quand on parle de perte de poids. Tout ça, tout le discours que je vous fais là, c'est pour vous faire comprendre à quel point la gestion du poids n'est pas nécessairement sous le contrôle total d'un individu. Puis je vous explique des, des raisons, chacun des facteurs qui fait que c'est pas sous notre contrôle autant qu'on nous le fait croire. Maintenant, si on parle mathématiques, qu'est-ce qui se passe avec la perte de poids? Vous connaissez peut-être le métabolisme de base. Le métabolisme de base, c'est notre dépense énergétique au repos. Euh, je vais aller passer au graphique un petit peu plus tard. Notre dépense énergétique au repos, ça représente en moyenne, je dirais, environ 70% de notre dépense énergétique totale sur 24 heures. Ça veut dire que même durant la journée, notre cœur bat, même durant la nuit, par exemple, notre cœur bat, notre respiration continue, il y a un peu de digestion qui se fait.
Donc, pour maintenir le corps en vie, il y a une bonne proportion de notre dépense énergétique qui se fait pour ces fonctions-là. Si je l'ai illustré ici en bleu, le métabolisme de base, je l'ai mis en plus foncé. Puis nos activités quotidiennes, donc s'entraîner, bouger, se brosser les dents, n'importe quoi, c'est une plus petite partie. Puis notre apport calorique ici, lorsqu'on est en situation de poids stable, généralement notre apport calorique est égal à notre dépense énergétique. Sur la ligne à gauche, j'ai présenté des kilocalories, soit des calories en fait. Donc, qu'est-ce qui se passe avec l'adaptation à la restriction calorique? J'ai repris le même graphique pour vous montrer que lorsque, par exemple, une personne décide de faire un régime et de diminuer de 500 calories son apport calorique, tout en maintenant exactement pareil ses activités de la vie quotidienne. Donc, la personne ne commence pas à s'entraîner davantage, elle ne fait que diminuer son apport calorique de 500 calories. Il va y avoir généralement une perte de poids. Puis, j'ai illustré en pointillé ici la ligne de départ, si on veut, lorsque le poids était stable. Mais à un moment donné, le métabolisme de base va s'adapter au nouvel apport alimentaire. Ce qui veut dire que le corps va se dire, OK, moi, j'ai moins de calories qui rentrent, alors je vais diminuer ma dépense énergétique. Donc, le métabolisme de repos va diminuer pour aller équilibrer l'apport calorique qui rentre. Donc, c'est normal qu'une personne qui fait un régime, à un moment donné, même si elle poursuit son régime, ne perdra plus de poids parce qu'elle ne sera plus en restriction calorique. Elle va avoir tout simplement atteint un nouvel équilibre, un peu à un niveau calorique plus bas que le niveau calorique de départ. Ce qui se passe maintenant, plus tard, après l'atteinte du plateau, c'est que le métabolisme de base, puis selon les études, la plus longue qui a été faite a été de 6 ans. Le métabolisme de base, c'est pas quelque chose qu'on peut booster en bon français. C'est pas quelque chose qu'on peut tant que ça augmenter une fois qu'il a été diminué. Même avec l'entraînement musculation, on peut avoir un petit effet, mais ça ne sera pas énorme. Puis, juste, je veux spécifier que les chiffres que j'ai mis sur le graphique, ce sont des chiffres qui sont arbitraires. J'ai fait quand même une grande différence, comme s'il y avait une grande, grande, grande adaptation, puis une diminution du métabolisme de base. C'est surtout pour vous faire comprendre ce qui se passe. C'est pas nécessairement ces chiffres-là. D'une personne à l'autre, l'adaptation peut être différente. Alors, ce qui se passe, une fois que le métabolisme de base a diminué et que la personne se dit, moi, j'en ai assez de mon régime. Oh, je suis désolée, la ligne verte en pointillé a été déplacée un petit peu vers le haut. En fait, elle était là pour illustrer le niveau de départ, l'équilibre de départ de la balance énergétique. Elle aurait dû être un peu plus bas. Mais si la personne, dans la colonne plus tard, recommence à manger comme elle le faisait avant d'être à la diète, ce qui va se passer, c'est qu'elle va être, elle se remet à risque de reprise de poids parce que sa dépense énergétique, elle est plus basse qu'elle l'était originalement. Donc ça, c'est un aspect dont on ne parle généralement pas, surtout dans les diètes populaires. Les gens qui vont avoir tendance à faire une diète, laisser la diète de côté, reprendre le poids et recommencer plus tard, mais ces gens-là doivent être conscients qu'à chaque fois qu'ils font une tentative de perte de poids ou qu'en fait qu'ils perdent du poids et qu'ils le reprennent par la suite, à chaque fois, le métabolisme de base va être hypothéqué. Il va toujours ralentir un petit peu. Après une tentative, ou j'appelle ça une tentative, ou après une fois où la personne a perdu du poids, il n'y aura pas une si grande adaptation. Ce n'est pas quelque chose de dramatique. C'est juste si c'est répété avec les reprises, là, le métabolisme de base ça dépend aussi de la perte de poids. Donc, si c'est 10-15 livres, il n'y aura pas une grande adaptation. Si c'est 100 livres,
il va y avoir une grande adaptation du métabolisme de repos. Donc ça, c'est quelque chose à garder en tête. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si la personne décide de s'entraîner? Si la personne décide de s'entraîner, ce qui se passe avec l'entraînement, si la personne décide de s'entraîner pour perdre du poids, mais ce qui se passe avec l'entraînement, c'est que la machine humaine, c'est vraiment une belle machine. C'est qu'il y a il y a des adaptations qui surviennent à l'effort. On sait que si on s'entraîne, on va développer une plus grande force. On sait aussi qu'on va développer une meilleure coordination, une synergie musculaire. Nos muscles apprennent à travailler de façon plus efficace ensemble. Une autre chose aussi, c'est que notre muscle est de plus en plus efficace à développer, à utiliser des calories pour produire de l'énergie. Puis l'exemple que j'aime souvent donner, c'est imaginez-vous quelqu'un qui ne sait pas très bien nager et qui, pour la première fois, fait une ou deux longueurs de piscine. La première fois que la personne le fait, sa dépense énergétique juste pour se maintenir au-dessus de l'eau, elle est énorme. Mais quand ça va faire 1 an que cette personne-là va nager de façon régulière, une ou deux longueurs, pour elle, ça va être pratiquement rien. Sa dépense énergétique va s'être diminuée pour la même distance de natation. C'est la même chose pour la course, c'est la même chose pour le vélo, ce qui fait que pour un 100 mètres de course, par exemple, la dépense énergétique la première fois ou 6 mois plus tard, elle est plus petite, pardon. Donc, on améliore notre efficacité énergétique. Donc, pour le même entraînement, pour la même distance de course, euh, notre dépense énergétique, elle est moins grande. Donc, c'est un autre aspect qu'on ne parle pas souvent avec l'entraînement. Parfois, on dit que s'entraîner pour perdre du poids, c'est pas quelque chose qui est efficace, mais ça fait partie des arguments utilisés pour dire que ce n'est pas efficace. Mon point de vue là-dessus, c'est que ça peut être efficace, ça peut surtout être efficace pour plein d'autres bénéfices, mais ça permet aussi, une fois que la perte de poids a été effectuée, ça l'aide aussi au maintien du poids. Mais je vous dirais que les recommandations pour faire de l'activité physique, ils sont tellement variés. Les raisons pour lesquelles on peut faire de l'activité physique sont tellement variées. Le bien-être physique, le bien-être mental, l'augmentation des capacités cognitives, il y a énormément de bienfaits. Même si on ne perd 0 poids sur la balance, je recommanderais quand même à tout le monde de faire de l'activité physique. Donc, les mathématiques en bref, suite à une perte de poids, la dépense énergétique de base, donc le métabolisme de base, tend à diminuer. Et si on s'entraîne, notre dépense énergétique à l'effort tend aussi à diminuer avec l'entraînement. Donc, mathématiquement, on est plus à risque de reprendre, pardon, le poids perdu si les efforts ne sont pas maintenus à vie. Et là, c'est ça la clé. Si les efforts ne sont pas maintenus à vie. Donc, comment est-ce qu'on fait pour gérer notre poids sainement? Ce qu'on nous propose actuellement, malheureusement, c'est de garder le focus en haut à gauche sur l'image. Ça, c'est le focus qu'on nous propose. On nous dit, il faudrait se peser, faut se donner des objectifs de perte de poids, comme si c'était des objectifs financiers. Faut se peser, faut écrire tout ce qu'on mange, faut calculer, mesurer le nombre de pas avec notre Fitbit ou notre montre qui calcule les calories et tout. Mais le focus devrait être sur le poids. Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là quand, par exemple, un médecin va aller dire à sa patiente, à son patient, Monsieur, Madame, il faudrait que vous perdiez du poids. Ben, les gens vont commencer à calculer leur rapport énergétique, leur rapport calorique et leurs dépenses caloriques aussi. Puis malheureusement, ce que je vois très souvent en clinique, c'est que les gens vont surtout avoir tendance à croire à n'importe quoi. N'importe quoi qui aurait un effet perte de poids, pilule, wrapping, machine de succion de ci, de ça. Tout, tout est, tout est à vendre en fait. Puis les gens croient malheureusement à tort qu'il y a beaucoup de ces solutions miracles-là qui fonctionnent, mais qu'en fait, ils ne fonctionnent pas. Puis au bout du compte,
lorsque on s'est concentré, on a un peu viré fou avec notre apport calorique, un peu viré fou avec notre dépense énergétique. Ce qui s'est passé, c'est qu'on peut être parti en peur à l'entraînement et s'être blessé. C'est des risques qui arrivent. Et puis, pour ce qui est de notre apport calorique, ben, tout ce qui va être important, c'est euh, le nombre de calories ingérées et non la qualité des aliments ingérés. Et ça, c'est important. Alors, quel effet ça va avoir sur la santé et sur le bien-être? On est vraiment bien placé pour se poser des questions. Il y a des conséquences possibles à garder un focus très présent sur le poids. Oui, on peut partir en peur, comme je le disais, avec l'entraînement et ne pas apprécier du tout. Le risque de blessure est plus élevé aussi et on peut souvent aussi se décourager à l'entraînement parce qu'on ne voit pas nécessairement facilement de résultats sur la balance, surtout si on prend de la masse musculaire. Il y a des troubles alimentaires qui sont développés. Faut pas se leurrer, la dysmorphie aussi qui est représentée par la personne sur la balance. Donc, la personne il y a une insatisfaction corporelle qui est très présente. Le contrôle calorique, le contrôle à l'extrême peut amener des problèmes. Et quand on parle de certaines diètes hypocaloriques, ce que j'ai représenté ici sur l'image, c'est l'isolement. Ça peut devenir très, très, très compliqué de manger avec des gens lorsqu'on suit une diète qui est très restrictive. Ce qu'on sait avec les études, c'est qu'il y a environ 95% des gens qui perdent du poids qui vont l'avoir repris dans le 5 ans par la suite pour des raisons, et faites attention ici, ce n'est pas une question de motivation, c'est vraiment tous les facteurs dont je vous ai parlé, les facteurs génétiques, les facteurs physiologiques, psychologiques et environnementaux qui vont amener la personne à reprendre du poids. Qu'est-ce que ça fait au bout du compte? Il y a un risque lié là, à la perte de poids qui est mal encadré. C'est une espèce de spirale d'échec, c'est-à-dire que la personne va perdre du poids, généralement va le reprendre, il va y avoir une perte de confiance en soi pour ensuite faire une nouvelle tentative de perte de poids, reprise avec toutes les adaptations métaboliques qu'on connaît qui font que la reprise de poids est plus risquée et ça diminue la confiance en soi. La confiance en soi continue de diminuer comme ça. C'est ce que je vois malheureusement en clinique. Est-ce que ça veut dire que tout le monde embarque dans cette spirale-là? Pas nécessairement. Mais lorsque c'est mal encadré, puis que ce sont des diètes populaires qui sont faites, c'est souvent ce qui va arriver. Quand on parle de recommandations santé, pourtant, pour voir des bénéfices pour sa santé, ce qu'on recommande en termes de perte de poids, c'est 5 à 10 du poids initial. Donc, ce n'est pas nécessairement énorme et ça ne veut pas dire, pour bien des gens, de retomber dans la boîte poids santé. Donc, ce que ça veut dire, c'est que même si on perd 5 à 10 du poids initial et qu'on n'est pas nécessairement dans la catégorie poids santé, on va avoir des bénéfices pour notre santé. La question qu'on est en droit de se poser, c'est est-ce que c'est vraiment le poids qui fait toute la différence? Si je perds 5 à 10 de mon poids, est-ce que c'est vraiment le fait d'avoir diminué la grosseur de mes cellules de gras dans mon corps qui va avoir fait mes améliorations ou mes bénéfices au niveau cardiovasculaire ou c'est les changements que j'ai apportés pour voir ces bénéfices-là, pour voir la perte de poids arriver et voir en même temps, de façon parallèle, les bénéfices pour la santé. Donc, il n'y a pas toujours un lien direct entre la fameuse cellule de gras et le risque pour la santé. Ce qui veut dire aussi que on peut ne perdre absolument aucun poids sur la balance, changer ses habitudes de vie et voir d'énormes bénéfices sur sa santé. Ce qui m'amène à vous parler de la bonne approche, si on veut, c'est que si on veut améliorer sa santé, pourquoi ne pas garder le focus sur sa santé? Ça semble si simple, mais généralement, on dit, ouais, je voudrais me mettre en forme, j'ai quelques livres à perdre. C'est comme si automatiquement, pour se remettre en forme, on doit perdre du poids. C'est faux. Si on garde tout simplement le focus sur sa santé, sur son bien-être, on va prendre des actions qui peuvent sembler similaires, mais qui ne le sont pas nécessairement. On va parler de nutrition, d'alimentation, on va parler de la qualité de l'alimentation, pas seulement du nombre de calories qu'on ingère. On met de côté toutes les soupes, les,
régime de bananes, régime de soupe, régime de plein de choses un peu folles qui font que la qualité de notre alimentation n'est pas la meilleure. On met aussi de côté le fait de partir en peur avec l'activité physique. On va choisir des activités physiques qu'on aime, dans lesquelles on est bien, puis on va suivre une progression qui est, on va respecter la bonne progression pour notre corps. Donc, non, on ne commencera pas à se dire qu'on va aller courir un marathon dans 2 mois d'ici. On va aussi penser à d'autres activités, à d'autres actions comme améliorer son sommeil, diminuer le stress, arrêter de fumer, diminuer la consommation d'alcool, commencer le yoga, commencer la méditation, même si ce n'est pas quelque chose qui nous amène une dépense énergétique énorme, c'est quelque chose qui va améliorer clairement notre santé et notre bien-être. Et savez-vous quoi? Au bout du compte, lorsqu'on a des saines habitudes de vie, si notre poids a à changer, ben il va changer, tout simplement. C'est ce qui, ça va être comme une conséquence par la bande au lieu d'être le focus premier de notre intervention. Ce qui m'amène à terminer ma présentation sur le souhait que j'ai avec Imparfait et en santé dans ma pratique. J'enseigne aussi à l'université et avec Obésité Canada, c'est aussi un message que j'aime partager. Ce que j'aimerais, c'est que tous soient en santé, peu importe leur poids et leur image corporelle. Merci beaucoup. Et ceux qui veulent continuer ou réécouter la présentation, maintenant, je vais vous la faire en anglais. So, hi, for those who have skipped the French part, here is the English part of my presentation. I'm Joanne Gilbert or Joanne Gilbert. I have a PhD in kinesiology and a specialty in body weight management. Recently have founded my business, which is called in French Imparfait et en santé, or in English Imperfect and Healthy. And I'm also co-chair of the Montreal chapter of Obesity Canada. It's my pleasure to present today the things that we never say or rarely say about weight loss. So these are the topics that I'll cover. What is first healthy weight? And why is it so difficult to lose weight? And the last question that I want to answer with this presentation is weight loss essential to improve health? First, let's talk about healthy weight. You know, these are two concepts that we put together to make a new one, and we call it healthy weight. And there's a category that is called healthy weight, and people are worried if they don't fit in this category. First, let's define the word or the concept of health. Since the 40s, um, the World Health Organization have used this definition. It states that health is a state of complete physical, mental, and social well-being, and it's not merely the absence of disease. This is really important to keep this definition in mind when I'm going to be talking about this famous healthy weight category. This is the way most publicity or social media present what is supposed to be healthy weight. You see on the left, the down at the bottom of there's an image of a person losing weight, and as the person lose weight, she's supposed to be happier. There's also images of two people fighting against um, I'm searching for the word, the something we used to weigh ourselves, sorry. And also we have a false representation of a picture that would be like before and after weight loss, but it's actually not realistic at all. It's definitely not the same person. And another image that says we should measure ourselves all the time. So is it really healthy weight if you keep in mind the definition of health that we just looked at? There's another concept that I want to explain so you can understand better the healthy weight concept. In statistics, yes, I know I'm talking about statistics, but it's going to be easy. In statistics,
we present that curve to explain how the population is distributed um, in function of certain physical aspect, or it can be many different aspects, but in physical aspects, for instance, if we use the height of a person, for instance, on the left of the curve, you can see that there is very few people that are very, very teeny, that are small. And as on the horizontal axis, if we go to the right, then we increase the height of a person. We see more and more people in the population, being, I don't know, around um, 6 foot is a bit too high. Let's say 5'10". Let's say that 5'10", we see a lot of people. It's a little bit high, but anyway, 5'10", and then as we increase the height, we see less and less people in the population that are like 7 feet, for instance. So this curve, this distribution curve, we can use for most of the physical attribute of a person, including the BMI, the body mass index. Body mass index is a measure that we use to define the category of healthy weight. So you can see that, I go to the next one, we can see that the healthy weight category, it's something that it will never really happen that everybody fits in this category, because there has always been and there will always be people that do not fit this category. Are they automatically not healthy? I don't think so. The way this category was defined, it's with big observational studies that looked at very, very large sample of certain populations, and they have seen that within this category of BMI, there's less risk of certain disease. But it does not necessarily mean that a person who do not fit in this category is necessarily um, sick. Also, the problematic with using BMI for doing some recommendation, some health recommendation in the population is that, what do you think people say when they fit in that category? Do you think they think that they should take care of their health? You certainly know some people who tell themselves that they can eat whatever they want, they don't need to exercise, they don't need to take care of themselves because they have a healthy weight, so they don't really mind. And also, people who do not fit in this category, automatically they are stigmatized. And we think that they are not healthy because they do not fit in that category, but there are many other factors that can determine their status, their health status, such as their health habits, like smoking, like the quality of nutrition and sleeping, managing stress, that kind of thing. So in my practice, I actually don't use the healthy weight category. And I think that it's a concept. These are two words that, in my opinion, shouldn't be in one concept, because weight is not uh, a good factor that can determine the health of a person. There are so many other factors that are more important than that. You can actually tell me, yes, Joanne, okay, I understand what you're saying, but in the population, we see that there is more and more people who are prone to obesity or develop obesity. And it's actually not that surprising considering the environment um, within which we live, because humans are vulnerable to weight gain in the current environment, and I'm going to explain why. Actually, weight gain, it's the result of a very complex interaction of genetic, physiological, psychological, and environmental factors.
these are all factors that interact together and have an effect on the weight of a person. So, no, it's not true to say that the weight control is fully under the control of one individual. There are many other factors outside the control of a person that can affect the person's weight. And I'm going to explain a couple here. First, this is the illustration of all the complexity of the factors that has an effect on body weight management. I'm gonna go through like very fast. It's really understandable that you don't see all the little factors, but it actually looks like a spaghetti plate more than anything else. But all the dots that you see are factor that has an effect on weight management, and the lines between them shows the interaction between those factors. So yes, it is really complex, and they all influence each other, or almost. So we can see that there's categories of factors such as food production. I don't know about you, but I personally don't have a lot of impact on the food production in my country, like the import, the export, what is available around me. I don't have that much control on it. It's the same on the other side. There is the physical activity environment in the red category, and physical activity environment. So where I live, yes, I can decide where I live, but the community, the country where I live has an effect on me. Also on top, we see the social and psychological effect, like the culture, the food culture we have here. Um, these are all factors that have an effect also on body weight management. And at the bottom in blue, we have physiological, such as like medication, handicap that a person can have, the yo-yo diets that a person can have. It affects the physiology, and I will explain why a little later in this presentation. So this image is just to show the complexity of the interaction of factor that has an effect on body weight management in one person. We have some genetic predisposition. We have some, oh, I forgot to translate this one. I'm sorry. So, survival mechanisms, this is what it says. And for instance, we have hunger. Of course, if we didn't have this signal that was strong enough for us to move and go pick some fruits when, like, early age, and go chase animals to be able to survive. This hunger sensation has to be really strong for the human to have been able um, to survive these many years. There's hunger, and there's also energy reserve, or being able to stock energy. We have this capacity as human, and if you think about it, when there was like lack of food, some problem with that made some people not being able to have some food available around for a long period of time. Do you think that is those very skinny people that has survived? Actually not. Those who have survived are those who were able to stock energy well in their body, and this is the genetic that has been transferred over and over with time. Also, there is actually very subtle interaction for food intake. What controls our food intake is unconscious mechanisms within our nerve system. So what we can say it is that we are not really aware of how we regulate food intake. These mechanisms, they are not conscious. But anyway, what we propose as a solution for weight management, it is to control consciously our food intakes. So there's a mismatch here in the messages. On the one hand, we understand that the mechanisms that control our food intake are not conscious, but we propose a conscious solution. So this doesn't make sense at all. Let's talk mathematics. Like what's happening now? Normally, when we talk about weight loss, we say we just have to reduce
the amount of calorie ingested and increase the amount of calorie that is expended by physical activity. So let's see if this works really this way. There's a certain adaptation of our basal metabolism during energy restriction. Basal metabolism, it is our daily energy expenditure just for survival. So to make sure that we breathe, to make sure that our brain is alive, that our heart beats. And it represents approximately 70% of our daily energy expenditure. And I've represented it on the graph here with a blue line. The dark blue, it's our basal metabolism, and the light blue, it's our daily activities. So running around, waking up, brushing your teeth, everything that you do during the day that is not just survival. And in green, we have caloric intake. Here, if we assume that a person has a stable weight, the green bars, so the energy intake, equals the blue bars added up together. What happens when a person decides to go on a diet and reduce 500 calories from the energy intake? Let's assume also that that person doesn't start exercising more, so the same energy expenditure, same metabolism, basal metabolism, and same daily activities. What happens after a while? That the person will reach a plateau because the body will realize that there's not enough energy coming in, then the body will just cut in the energy expenditure. And where the body will cut, it is in the basal metabolism. So for survival, the body will say, okay, I don't have enough energy, so I will reduce the expenditure. And so most people, when they go on a diet, at one point, they don't understand why they stop losing weight. Is because the body just found a new balance. That's it. And what happens if that person decides to just stop the diet and go back to the initial eating habits? Then the metabolism is not something that we can actually boost. I know there's a lot of ads, there's a lot of promotion of like, boost your metabolism, do yoga, boost your metabolism, do take this new pill, boost your metabolism, take whatever. But it's not something in research that we've seen that can be boosted. Actually, we saw the longest study that was done, it was 6 years after weight loss, and people, even if they have regained the weight, their basal metabolism didn't increase after. So it stayed lower than it was initially. And it's important to keep that in mind because what happens is that if the person goes back to the initial habits and the expenditure is lower than it was at the starting point, the risk of regaining weight is much higher than it was. And in this illustration, I made you realize the concept by using like a big difference in the reduction of basal metabolism, but it's not actually that dramatic. If a person loses 10 pounds, most people won't have a huge adaptation of their basal metabolism. But if a person um, loses 100 pounds, then the basal metabolism will be adjusted a lot more and won't be reboosted after. And also, if a person repeats many times, like a small diet here, goes back to the original weight, diet again, and lose some weight, that kind of stuff. So the yo-yo diets, this can affect every single time the basal metabolism a little bit at each time. And in the end, um, it makes losing weight a lot more difficult when you repeat it over and over. And this is the kind of thing that most people do not
know when they go on a diet. And I think it's important to understand that. What happens now when we exercise regularly? Of course, we know that we improve our strength. We also improve our muscle coordination. We get better and better. For instance, if you play soccer at the beginning, you're not really good. And at one point, you develop more ability, you get more and more coordinated. And another thing that happens is that our body use better the calories, which means for the same amount of calorie, you produce more energy. So you're just more efficient at producing calorie. And the example I use often is swimming. For most people, swimming it's not the easiest sport or the easiest activity. And one, like you do one length, it's actually really difficult the first time. But after 10, 20, 50 times, it gets easier and easier. So we get more energy efficient for the same distance. Even if you run at the beginning, it is really difficult to run, I don't know, 1K. But after a month or two, 1K, it's actually easy because you get more and more efficient and you do not burn that many calories for the same amount or the same length or the same distance that you're doing running, for instance. So if we take mathematics in brief, in response to weight loss, first, the basal energy expenditure tend to decrease, and it's the basal metabolism that decrease. And second, if you train, if you do exercise training, your energy expenditure during your exercise will be decreased. Then we become mathematically more at risk of regaining the weight if the efforts are not maintained for the rest of our life. And this is the key point here, for the rest of our life. I'm not saying it's impossible to lose weight, but I'm saying that if you don't keep your new habits, you're at very, very high risk of regaining the weight that you have lost. So, what do we do to manage our weight in a healthy way and for the long term? The current method. So, what most people propose or what we see in the promotion and ads, like you have to focus on your weight. You have to measure yourself. You have to weigh yourself, weigh your food, um, measure your energy expenditure. So these are the actions that people take. Energy intake. So we focus on calories, calories, calories. We want to reduce the amount of calories, whatever diet we want to do. And energy expenditure. We just expend that much energy as possible. Do we like the activity? Nah, not really important. We just want to focus on weight. Do we progress properly to avoid injuries during activities? Nah, it's not that important because what is the most important thing is the result on the weighting scale. And also, I've put this little thing there, the miracles. A lot of people believe in so many unhealthy ways of losing weight because the most important thing is apparently weight, but it's not. What happens on health? What is the effect on health and on well-being when we apply those actions? We can actually wonder what is the effect, and most of the time I do not wonder. There is negative effects many times, and the possible consequences is like being a bit too crazy about exercise. You can increase your risk of injuries, and then you stop after, or you get completely fed up. You don't want to see a treadmill for the rest of your life after a challenge, for instance, lose weight loss challenge, that kind of stuff. And also, many people develop dietary, what's it called, problem with eating, sorry, and also dysmorphia that we call. So people do not love, do not respect, do not accept their body the way it is. They don't see them as it should. And also have put isolation because many diets makes it really, really difficult to eat with um, with friends or with families. It gets really complicated.
And also, we know that with these methods, most people, which is 95% of people who lost some weight, they regain it within 5 years. Not because of the lack of motivation, because of all the factors that I've just explained to you before. So the risk associated with weight loss, it's not everybody that will develop this, but it's a risk. They will lose weight. They will regain it if they don't keep the good habits. They may lose self-confidence, and then they will repeat it and repeat it and repeat it. And self-confidence gets um, diminished every single time. This is what I see in practice. But we know that for health, to get some health benefits, we have to, well, it is recommended to lose 5 to 10% of initial weight. 5 to 10% is not huge. And actually, you know that if you do not lose weight whatsoever and you change your health habits, like you improve your sleep habits, you improve your stress management strategies, you quit smoking, you improve the quality of the food that you ingest, you start practicing sports, all these will have um, will help you improve your health, even if you don't lose weight at all. And here, if I go back to the 5 to 10% recommendation, you can think that for most people, it doesn't mean going back to the healthy weight category of BMI. But nevertheless, people have health benefits if they lose 5 to 10%, and even if they don't lose weight at all. So it's not necessarily the lose the fact that people lose fat that will have an effect. It is the fact that they change their habits, and these new habits, they have health benefits. So this is an important point to understand. So the good approach, if we want to improve health, why not focusing on health? Straight, simply as that. We'll talk about nutrition, but the quality of the food. We'll talk about physical activity, but the pleasure associated with physical activity and the good progression to avoid injuries. We talk about sleep habits, stress management, smoking habits, alcohol intake, and so on and so on. These are all the actions that will definitely have an effect on health. And you know what? If your weight has to change by adopting healthy lifestyle, your weight will adapt and you will figure out what is your natural weight, something that like a weight that you don't have to fight to maintain, but to embrace new healthy habits, and then you will have this new weight that will be your natural weight. So my wish, and I like to finish with that, my wish is that all of you are healthy regardless of your weight and body image. This is a message that I like to share when I teach at university with my business in Imperfect and Healthy in English, and also with Obesity Canada, um, so that people take care of their health before anything else. Thank you very much.